3 fois qu'on se connecte, on a des petits problèmes de son avec le docteur Philippe Zeppa qui va nous parler de comment soigner autrement. Je profite de sa connexion pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Véronique Dubourg, spécialisée dans les émotions, la régulation du binôme humain-chien, et je suis comportementaliste canin. Et donc, on va voir si cette troisième fois est la bonne pour écouter, entendre le docteur Zeppa. Cette troisième fois, je la sens très bien. Je pense que ça va fonctionner. Dites-moi dans le chat si vous avez des questions. Je les relayerai avec grand plaisir. Et puis, comment vous allez, si vous m'entendez bien. C'est vraiment le thème du jour. Voilà. Je pense que c'est bon. 1, 2, 3. On se voit pas. Ouais, je vais passer, je ne sais pas si vous voyez là, c'est bon? C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, là j'entends. Voilà. Yes! Comme quoi, la persévérance. Bienvenue à tous. Donc, on est ravis pour la troisième fois de recevoir le docteur Philippe Zeppa. Vous êtes les bienvenus pour poser vos questions en direct sur le chat. Et on va commencer, Philippe, par peut-être une petite présentation pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Oui, donc je suis vétérinaire, je suis diplômé après depuis, j'ai mon diplôme en 1987, donc ça fait déjà pas mal d'années. Et puis je travaille près du Mans, à Arnage, j'ai une clinique en fait, qui fait de la médecine classique et puis beaucoup de médecine alternative, on fait de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de la phytothérapie, de l'homéopathie, je trouve ça, donc on fait pas mal de techniques un petit peu différentes et puis aussi une vision aussi un peu différente de la nutrition. Très bien. Alors, pour introduire justement notre sujet, c'est comment on va accompagner un chien tout au long de sa vie d'une manière naturelle et quel a été votre, peut-être rapidement, votre cheminement pour vous ouvrir à ces autres méthodes. Mais ben, ça s'est fait un peu par hasard, puisque c'était en 2000, oui. Et j'avais reçu un petit document qui proposait une formation en acupuncture, donc pour les vétérinaires. Et c'était très succinct, c'était juste un week-end d'initiation. Et puis, je me suis dit que j'avais envie de voir un petit peu ce que c'était, donc j'y suis allé. Et puis j'ai accroché, ça m'a accroché, quoi. Donc j'ai continué, j'ai continué à me former. Donc j'ai fait, il y avait un deuxième week-end proposé après pour se perfectionner un petit peu. Je l'ai fait. Je suis allé voir aussi un médecin acupuncteur pour qu'il m'explique en fait pendant ses consultations. Et après, donc j'ai fait une formation. Après ça, j'ai fait une formation en phytothérapie, en homéopathie pendant, ça a duré, c'était sur 2 ans. Avec, alors c'est un organisme de formation continue pour les vétérinaires qui s'appelle l'AVVAC. Et puis après, je voulais vraiment faire la médecine chinoise, donc j'ai fait une formation pendant 4 ans, une formation pour les humains en médecine chinoise à l'Institut de médecine traditionnelle chinoise, où là, je faisais de l'acupuncture, mais on a fait aussi de la pharmacopée chinoise, donc la phytothérapie sur le chinoise, et puis le massage aussi traditionnel chinois. Donc, j'ai appris tout ça, et puis au fur et à mesure, ça a augmenté, puis jusqu'au moment où j'ai commencé à donner des cours aussi dans une école pour les vétérinaires, une école de médecine alternative, en particulier d'ostéopathie. Et j'en ai profité aussi pour me former en ostéopathie à ce moment-là. Donc voilà, les cours, c'est depuis 2013, en fait, je donne des cours à des vétérinaires. Donc c'est en France, en fait, la plupart du temps. Et puis, il y a quelques cours de donner aussi aux vétérinaires québécois. Donc, on va de temps en temps au Québec. Ok, donc on va commencer, si vous voulez bien, par les vaccins.
Oui. Dès que le chiot arrive, quasiment, enfin pas tout de suite, mais la Oui. primo-vaccination qui est vers quel âge d'ailleurs? 1 mois et demi, 2 mois? Oui, 2 mois, c'est bien, je trouve. Ouais. Enfin, 2 mois, c'est à la limite, ça dépend des cas, mais la plupart des éleveurs, en fait, font à 2 mois. Parce que ce qui se passe chez le chiot, il y a une période critique, c'est-à-dire que il y a une période où il est sous la dépendance des anticorps de sa mère, qui dure au moins jusqu'à l'âge de 2 mois, et ça s'arrête entre l'âge de 2 mois et 3 mois. Et tant qu'il est sous la dépendance des anticorps de sa mère, il ne va pas fabriquer ses propres anticorps, donc le vaccin n'est pas efficace. Mais on ne sait pas à quel moment il va plus être sous la protection des anticorps de sa mère. Donc, ça peut être à 2 mois ou à 3 mois. Donc, si le chiot est en contact avec pas mal d'autres chiens, ben, il vaut mieux le vacciner à 2 mois pour pas prendre de risques. Si c'est vrai qu'un particulier qui a des chiots qui sont dans la maison et qui ne n'ont pas de contact avec d'autres chiens, on peut commencer à vacciner à 3 mois. C'est pas utile de faire dès 2 mois. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument faire à 2 mois, à 3 mois, je veux dire, et à 4 mois. Le dernier appel à 4 mois. Souvent, on fait des vaccins à 2 mois et 3 mois. Et l'ennui, c'est qu'on n'est pas sûr que le premier vaccin ait agi à cause de cette période critique. Et donc, ça veut dire que les chiots ne sont pas bien vaccinés. Alors, j'ai eu le cas pas sur des chiens, mais sur des chats. Une personne qui avait des chats de race, des boucs égyptiens, qui vaccinait à 2 mois et 3 mois. Et elle a eu 2 chats qui sont morts à 7 mois du typhus. Et la conclusion, c'est, après les analyses, ça a été, ils ont été vaccinés trop tôt. En fait, à 3 mois, ils n'avaient pas la protection nécessaire. Il fallait faire 3 mois et 4 mois. Voilà. Donc, les vaccins importants, c'est vraiment 3 mois et 4 mois. Et 2 mois, c'est fait par précaution, surtout dans les élevages. Donc, c'est ça. En fait, le principal, c'est de faire ça au départ. D'accord. Et puis après, ils sont suivis tout au long de leur vie. Et là, on va voir comment on peut discerner et qu'est-ce que le VaxiCheck. J'avais fait un petit sondage. Beaucoup de personnes soit avaient entendu parler, soit ne connaissaient pas. Et pourquoi ce serait pertinent de discerner les besoins de notre animal, de notre chien. Je vous laisse nous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne et la pertinence. Alors, le VaxiCheck, ça concerne 3 maladies, surtout la maladie de Carré, l'hépatite et la parvovirose. Parce il y a un autre vaccin qu'on fait, c'est la leptospirose. Alors celui-là, il n'y a pas de VaxiCheck pour ce vaccin-là, parce qu'on sait qu'il a une durée d'action assez courte. Donc, si on veut que le chien soit protégé, on est un peu obligé de le faire tous les ans. Par contre, les autres maladies, au lieu de faire le vaccin, on fait un dosage des anticorps dans le sang pour savoir si le chien a toujours les anticorps et a la maladie. Alors, on peut faire la même chose pour le chat. Pour le chat, c'est le typhus et coryza qui sont concernés. Et donc, dans ce cas-là, si le résultat est positif, donc il y a encore les anticorps, ce n'est pas la peine de revacciner. Et on se rend compte quand on fait ce genre de dosage, alors c'est sur une prise de sang, et qu'en fait, il y a beaucoup de chiens qui ont une immunité beaucoup plus longue que même actuellement, on dit qu'on peut le faire tous les 3 ans. Mais moi, j'ai un certain nombre de chiens, au bout de 5 ans, ils ont toujours les anticorps. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de les revacciner théoriquement. Alors, l'inconvénient du VaxiCheck, c'est que ce n'est pas reconnu officiellement. Donc, si on a besoin que le chien ou le chat soit vacciné pour aller quelque part, ça peut être des campings pour laisser en pension, tout ça. Là, on est obligé de faire le vaccin parce que le VaxiCheck n'est pas reconnu. Par contre, l'intérêt du VaxiCheck, c'est de ne pas trop vacciner les animaux parce que de faire un vaccin alors que l'animal est encore protégé, ça n'apporte rien, en fait. L'animal ne sera pas mieux protégé. Par contre, les vaccins, c'est quand même pas anodin, on peut avoir des effets secondaires. Donc, en fait, en vaccinant trop, on augmente un peu le risque lié à la vaccination sans augmenter le bénéfice. Donc, on parle toujours du rapport bénéfice-risque. Et là, dans ce cas-là, le rapport diminue. En fait, il y a moins de bénéfices par rapport au risque. Donc, c'est vrai que l'idéal, ça serait de faire systématiquement le VaxiCheck, en fait, pour savoir si on doit revacciner ou pas. Mais je dis, c'est pas reconnu officiellement. Donc, on a ce problème. Puis le deuxième petit problème aussi, c'est que si on fait ça, ça revient quand même plus cher que le vaccin. Le dosage est quand même plus cher que le vaccin. D'accord. Et puis, est-ce que du coup, vous dites ce n'est pas reconnu, est-ce que tous les vétérinaires peuvent quand même faire ce VaxiCheck ou faut quand même avoir une conviction comme la vôtre? Ah ouais, en principe, tous les vétérinaires peuvent le faire, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font parce que c'est plus simple de vacciner. Et puis oui, il faut avoir la conviction que peut-être il n'y a pas besoin de vacciner autant, tout ça, quoi, actuellement. Même encore maintenant, je vois des carnets de vaccination, il y a des vétérinaires qui font tous les vaccins tous les ans. Alors qu'on le sait, maintenant c'est reconnu que certains vaccins peuvent être faits tous les 3 ans, en fait, en particulier maladie de Carré, hépatite, parvovirose. Et même ces 3 vaccins-là, il y a un rapport qui était sorti, en fait, c'est un guide de la vaccination
qui a été fait par un organisme mondial qui s'appelle la WSAVA. Et ce sont 4 spécialistes en immunologie, donc des enseignants des écoles vétérinaires. Il y a un Hollandais, un Anglais, un Américain et un Australien. Et donc, ils conseillent de faire le VaxiCheck. Et ils disent même qu'avec les 2 premiers vaccins qu'on fait à 3 mois et 4 mois, certains chiens sont protégés pour tout le reste de leur vie contre ces maladies-là. Donc, comme quoi, on pourrait limiter énormément les vaccins. Mais je pense que beaucoup de vétérinaires sont un peu sceptiques vis-à-vis de ça. Et surtout, il y a le discours des laboratoires qui, eux, bien sûr, n'ont pas trop intérêt à ce qu'on vaccine peu, quoi. Oui, c'est tout. Et en tout cas, ça semble du bon sens à vous écouter. S'il y a les anticorps, eh ben, Oui. il n'y a pas besoin de survacciner. Donc, c'est quelque chose que je Oui, trouve. et d'ailleurs, on fait le dosage d'anticorps, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelquefois, le dosage d'anticorps est négatif. Alors là, on peut pas le savoir dans ce qui se passe exactement, mais ça ne veut pas dire que l'animal n'est pas protégé, parce qu'il peut y avoir la mémoire cellulaire, en fait, de la vaccination, et dans ce cas-là, quand l'animal est en contact, il va refabriquer les anticorps. Mais malheureusement, ce dosage-là n'est pas disponible comme ça. Les laboratoires peuvent le faire, mais c'est vraiment, je trouve, très coûteux, et ça sert à test expérimental. Mais je dirais même quand le test est négatif, quelquefois les animaux sont encore protégés. Donc quand le test est positif, il y a de grandes chances que l'animal soit bien protégé et ne risque rien. Ok, donc bon, très très bonne nouvelle. Moi, en tout cas, ça m'interpelle. Et puis, alors la loi Duplon a fait écrire beaucoup d'encre ces derniers temps, et on va un peu rester dans le sujet des effets des pipettes, des colliers, etc., des comprimés sur la santé de nos chiens et également sur l'environnement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et puis, quelles sont les alternatives? Puisque là, on sait qu'on a quand même besoin de protéger nos chiens. Donc, comment s'en sortir avec toutes ces injonctions différentes? Ah oui, alors c'est vrai que la loi Duplon m'a fait aussi un petit peu réagir à ce sujet-là, parce que il y a plusieurs choses dans la loi Duplon, mais il y avait surtout la réintroduction d'un pesticide qui s'appelle l'acétamipride, et donc qui sert à tuer les insectes, à tuer les parasites en fait, qui vont attaquer les plantes. Et donc il avait été interdit et la loi le réintroduisait. Et puis là, le Conseil constitutionnel a dit qu'il fallait pas l'utiliser. D'ailleurs, c'est un problème parce que les agriculteurs en France n'ont pas le droit de l'utiliser, alors que partout en Europe, ils peuvent l'utiliser. Donc, on va recevoir les pays d'Europe avec ce produit-là. Et donc, si on veut être logique, quand les gens ont signé la pétition, il faudrait après, d'ailleurs, ne manger que des produits français pour ne pas être exposé à ce produit-là. C'est comme ça. Et puis, alors, en ce qui concerne les animaux, il faut savoir que c'est la classe des néonicotinoïdes, ce qu'on appelle l'acétamipride, et on en met sur nos animaux. Il y a beaucoup de produits, tous les produits qui sont à base de fipronil. Alors, le plus connu, c'est le Frontline. Et puis, tous les produits qui sont à base d'imidaclopride. Alors, l'imidaclopride, c'est un qui est très utilisé en ce moment, c'est le collier Seresto. Il y a l'Advantix, l'Advocate, l'Advantage. Et ces produits-là sont de la même famille que ce produit, l'acétamipride, qui est interdit. Et a priori, ils ont déjà été interdits dans les champs. Ils existaient. Hein, le fipronil, c'était le Régent. Et l'imidaclopride, c'est le Gaucho. Ces 2 produits-là sont interdits dans les champs. Et les études de toxicité mettaient qu'ils étaient à peu près 1000 fois plus toxiques que celui qu'on vient d'interdire là. Donc, ce sont des produits très toxiques. Et c'est un peu embêtant de le mettre sur les animaux, de par la toxicité. On sait que chez les agriculteurs, ça provoque des maladies dégénératives, des maladies auto-immunes. Donc, ce sont des produits assez dangereux. En plus, si on en met très régulièrement sur son animal, nous-mêmes, on est exposés. Hein, les propriétaires de l'animal sont exposés. D'ailleurs, il y avait des études qui ont été faites qui montraient que les gens étaient même fortement exposés au risque s'ils en mettaient régulièrement sur leur animal. Et puis, en plus, les animaux vont dans l'environnement en laisser. Donc, un chien qui se baigne, par exemple, va mettre du produit dans l'eau. Et ça, et les poissons sont très, très sensibles à ce genre de produit. Sont les insectes et les poissons les plus sensibles. Donc, pour l'environnement, ça va pas être bon du tout. Et puis, alors maintenant, il y a les produits en comprimé. Alors, en comprimé, il y a une toxicité, je dirais, pour l'animal, pas plus élevée. Hein. On dit quelquefois, oui, mais ça passe dans le corps, dans le sang, c'est plus embêtant. Je crois pas que ça pose plus de problèmes. L'intérêt pour les propriétaires, c'est que là, eux vont être moins exposés, puisque c'est pas à la surface du corps de l'animal. Donc ça, c'est peut-être mieux pour le propriétaire. Par contre, pour l'environnement, l'animal va quand même excréter
de ce produit-là et qui est à peu près aussi toxique pour l'environnement que les produits en pipette. Donc, c'est certain que je pense qu'il faut limiter au maximum l'utilisation de ces produits-là. Alors, les techniques, un petit peu, alors, en technique naturelle, on peut utiliser, il y a différentes choses. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est l'eau de lavande et l'eau de géranium, ou l'hydrolat de lavande et l'hydrolat de géranium. Alors, pas les huiles essentielles, hein, les hydrolats. Parce que les huiles essentielles, quand on met une goutte sur l'animal, en fait, ça va pénétrer à travers la peau. Donc, ça a peu d'effet, en fait, sur l'ensemble du corps. Par contre, l'hydrolat, c'est un produit on peut vaporiser sur l'ensemble du corps de l'animal et ça va avoir un effet répulsif. Donc, surtout le géranium et la lavande. Et par contre, il faut les mettre assez souvent. Il faut le mettre presque, je dirais, au moins une fois par semaine pour que ça soit efficace. Et puis, dans les périodes où il y a beaucoup de parasites, ça peut arriver, des périodes où on a beaucoup de tiques, par exemple, parce que les puces, c'est embêtant, mais c'est pas très dangereux. Ça démange comme ça, mais une fois qu'on met un produit, ça part vite. Le problème, ce sont les tiques qui peuvent transmettre des maladies. Donc là, je dirais, c'est à voir. Alors, c'est vrai que les vétérinaires suivent un peu les conseils actuellement de traiter un peu toute l'année et tout le temps les animaux. Mais il y a des régions où il y a plus de risques que d'autres. C'est vrai que le sud de la France, on a beaucoup plus de risques, par exemple, de maladies comme la pyroplasmose. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas évident, mais il faut s'informer pour savoir si on commence à avoir une prolifération des tiques à certaines périodes de l'année. C'est surtout au printemps et puis à l'automne. Et puis ça dépend du climat. Si le temps est très sec, surtout chaud et sec, il y en a moins. L'humidité a tendance à favoriser leur développement. Donc il faut essayer de savoir si on a une période où il y en a beaucoup. Et d'autre part, il faut observer son animal, parce que pour certains animaux, visiblement, l'effet est beaucoup plus long que ce qui est indiqué sur l'étiquetage du produit. Moi, j'ai des gens, par exemple, les produits qu'on fait avaler, hein, ils en donnent, qui sont en principe valables 1 mois. Il y a des gens qui me disent, moi, je le mets tous les 3 mois et je n'ai aucun problème, il n'y a aucun parasite sur mon animal. Donc, il faut essayer d'en mettre le moins possible, d'observer. C'est toujours pareil. Il n'y a pas de règle absolue, je pense. Et c'est de l'observation et c'est s'adapter à chaque cas. C'est comme nous, en fait, il y a des animaux qui attrapent très facilement des parasites. Comme nous, on attrape facilement, on se fait facilement piquer par les moustiques comme ça. Puis il y en a d'autres qui ne se font jamais piquer. Donc, il faut prendre ça en considération. Et pour parler de notre région, la Sarthe, en Oui. hiver, on peut s'abstenir de tous oui. Moi, j'ai surtout en Sarthe, c'est ça, c'est printemps, vraiment printemps où il y a souvent les tiques reviennent vers le mois de mars par là. On a vraiment une poussée. Moi, pour mon chien, par exemple, souvent au printemps, je lui donne une fois un comprimé. Et c'était pratiquement le seul que je lui donne dans l'année, en fait. Alors qu'il sort beaucoup en forêt, il va à peu près 3 fois par semaine en forêt. Moi, je fais des promenades de 3-4 heures avec lui. Et ma femme l'emmène aussi régulièrement faire 1 heure et demie en forêt, donc il est quand même assez exposé. Et a priori, avec un seul comprimé dans l'année, ça lui suffit. Le reste du temps, il n'en attrape pas. Donc, Oui. et en plus, on a beaucoup moins de maladies. La pyroplasmose en particulier, on en voit beaucoup moins dans la Sarthe. Moi, j'en vois assez peu en fait en clinique. Par contre, j'ai déjà travaillé dans le sud-ouest de la France où là, c'est pas du tout la même situation. Puisque même quand je travaillais, je voyais des animaux vaccinés contre la pyroplasmose qui faisaient quand même la maladie. Donc là, on est dans une situation complètement différente. Et là, c'est pas la même stratégie. Ouais, là, c'est compliqué. Et j'ai une petite question, même si l'animal a pris son comprimé ou un collier, pourquoi faut-il retirer la tique quand même? Ouais, alors, la tique est tuée parce que quand la tique pique, elle absorbe enfin, du sang et surtout elle régurgite, elle met de la salive parce que c'est un effet anticoagulant pour pouvoir continuer à prendre du sang. Et c'est au moment où elle régurgite qu'elle injecte le parasite. Et en principe, ça se fait. Alors, il y en a qui disent plusieurs heures, 6 heures après, mais enfin, on disait au moins 24 heures après qu'elle ait piqué. Et ce qui fait que si elle n'est pas tuée tout de suite quand même par le produit, théoriquement, il doit tuer tout de suite. Mais si c'est pas le cas, il demeure un petit risque d'attraper la maladie. Donc c'est pour ça que même avec un collier ou un comprimé ou une pipette, quand on trouve des tiques, il vaut mieux les retirer. C'est vrai. Et puis en plus, il faut voir, moi, je parlais du fipronil, en fait, ce qu'il y a dans le frontal, comme ça. On constate maintenant qu'il a perdu beaucoup de son efficacité. Je pense qu'il a été beaucoup utilisé et on voit des résistances. Donc, on a des animaux qui sont traités, qui attrapent des puces, qui attrapent des tiques. Et ça commence à venir aussi, depuis cette année, je trouve, avec l'autre produit.
imidaclopride, là, que le commissaire Eston en particulier. Moi, j'ai des gens qui me disent, il y a le collier, mais pourtant, on trouve des tiques presque sous le collier. Donc, j'ai l'impression qu'on commence à voir apparaître des résistances parce qu'on utilise trop ces produits-là. Il faut les utiliser peu, parce que déjà, c'est toxique. Et en plus, parce que plus on va l'utiliser, plus on va avoir rapidement des résistances et on sera obligé d'utiliser d'autres produits. Et plus on va aller accélérer les choses, plus on aura des produits qu'on aura mal testés, dont on ne connaîtra pas bien la toxicité en plus. Ouais. Oui, sous réserve, bien sûr, du secteur Tout à géographique. fait. Et de Voilà, l'animal, des particularités de l'animal, ouais, de sa sensibilité. Ouais. absolument. Ève nous demande, faut-il vaporiser plus de fois les hydrolats en période de prolifération? Je pense que vous aviez dit oui, une fois par semaine, Oui, oui, entendu. oui, c'est ça. Oui, oui, quand il y en a plus, faut pas hésiter. Alors, il existe d'autres produits, hein. Il y a un produit que ça agit bien sur certains chiens. Faut tester parce que les chiens répondent plus ou moins bien. En pipette, moi, je l'ai utilisé, c'est le Mélaflon Spotone. Et il y en a un autre, enfin, c'est la même chose pour les chats, c'est le même genre de produit. C'est le Tic d'Europe, ça s'appelle, pour les chats. Donc, ce sont des pipettes à mettre le long du dos, des gouttes à mettre le long du dos. Et d'ailleurs, en période, s'il y a vraiment des parasites, il faut en mettre tous les jours pendant 3 jours. Puis après, on peut en mettre aussi une fois par semaine. Donc ça agit bien sur certains animaux. C'est essayé, c'est pas très cher en plus. Et puis il y a un autre système, c'est une médaille, la médaille Tip qui se fait. Alors c'est un système d'onde de forme en fait, et pour qui a priori désoriente les parasites pour qu'ils ne reconnaissent plus l'animal comme un hôte en fait à parasiter. Et alors c'est pareil, sur certains animaux ça a l'air de vraiment bien fonctionner, et puis sur d'autres moins bien. Donc il faut malheureusement j'ai pas De de possibilité de vous retenir. dire à l'avance ce que ça va donner. Il y a qu'en testant qu'on peut savoir. Absolument. Caroline, que je salue, nous pose une très bonne question. Est-ce que vous avez constaté qu'un chien bien nourri, en bonne santé, non stressé, est-il moins attaqué par les puces et les tiques? Euh, pour le coup, son chien n'en a pas eu depuis cet automne, sans qu'elle ne fasse rien. Oui, 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 ça c'est vrai, c'est tout à fait exact. Je pense que l'alimentation a un rôle vraiment très important, et surtout que on a pas mal d'aliments maintenant qui surtout, enfin, moi je suis un peu contre les aliments très transformés. D'ailleurs chez l'homme on dit qu'il faut pas trop en manger, et malheureusement sur les animaux on en donne beaucoup, bah, les croquettes en particulier, et ça favorise des phénomènes inflammatoires, en particulier dans l'intestin. Mais il faut savoir que ces phénomènes inflammatoires dans l'intestin vont avoir des conséquences dans tout l'organisme et provoquent des inflammations, peuvent provoquer des inflammations un petit peu partout et surtout sur la peau. Bah, d'ailleurs, en médecine indienne, en médecine ayurvédique, on dit que la maladie prend 3 voies. Il y a la voie interne, c'est la voie de l'intestin, c'est la voie de l'élimination normale. Et si l'élimination normale ne se fait pas bien, après, c'est la deuxième voie, c'est la voie externe, c'est la peau. Donc, quand l'intestin est touché, et le risque, c'est que la peau prenne le relais. Et donc, elle va avoir tendance à soit avoir des sécrétions qui sont de moins bonne qualité, soit une petite irritation, une petite inflammation. Et ça favorise énormément le parasitisme. Donc, c'est vrai que l'alimentation joue un rôle très important. Et puis, tous les facteurs comme le stress aussi, d'avoir un environnement qui est agréable pour l'animal comme ça, oui, c'est évident que ça joue un rôle important. Et je fais une petite parenthèse là, un terrain inflammé va avoir aussi des répercussions sur le comportement, puisque à l'axe intestin-cerveau va aussi avoir un système nerveux moins régulé, et donc c'est un impact sur beaucoup de choses et la douleur, mais ça c'est un autre sujet. On revient sur une question sur les vaccins. Quels sont les vaccins essentiels à faire tout au long de sa vie pour minimiser le nombre de vaccins? Et est-ce que vrai que les vaccinations ne sont pas obligatoires en France? Très bonne question sur l'obligation. Oui. Alors, sur l'obligation, oui, c'est vrai. C'est pas aucun vaccin n'est obligatoire en France. C'est obligatoire dans certaines conditions, simplement. Donc, surtout quand on se retrouve, quand il y a un recompte d'animaux. En fait, donc, que ce soit les expositions, les concours, les compétitions, les pensions pour animaux aussi. Donc, tout ça, là, il faut faire la vaccination est obligatoire. Sinon, si on a son chien avec soi, comme ça, on le promène, on est dans la rue, il n'y a aucun vaccin qui soit obligatoire. La rage n'est plus obligatoire en France, hein, c'est depuis 2001, je crois, qu'il n'y a plus l'obligation de vacciner en France contre la rage, parce que la France est déclarée indemne de rage. Donc, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Alors, les vaccins qui sont utiles, alors, il y a des vaccins, il y a quand même deux maladies, je trouve, dont il faut se méfier. C'est la première, c'est la parvovirose.
Et puis là, on en rencontre quand même, et c'est une maladie très grave, surtout sur les chiots. Quand ça arrive sur une portée de chiot, il y a à peu près 80% de mortalité quand même, donc c'est vraiment très grave. Et la maladie de Carré, on en voit aussi, il y a des foyers de maladie de Carré quand même. Après, il y a l'hépatite. Là, je dois avouer que ça fait très très longtemps que j'ai pas entendu parler d'un chien qui était atteint par l'hépatite. Et en plus de l'hépatite, moi, quand j'étais à l'école vétérinaire, on nous disait que le vaccin tous les 4 à 5 ans, ça suffisait. L'ennui, c'est qu'il a été regroupé avec les autres, donc on n'a pas le choix. On est obligé de le faire avec les autres. C'est un peu ça le problème. Mais l'hépatite, on en voit très très peu, mais comme de toute façon, ça n'existe pas en vaccin séparé, on est obligé de le faire avec. Et après, il y a la leptospirose. Alors la leptospirose, quand on prend je vous disais, le rapport de la WSAVA, ils ne mettent pas comme un vaccin indispensable ou essentiel. Mais la situation, en fait, de la leptospirose, c'est une maladie qui est transmise la contamination se fait principalement dans les eaux stagnantes. Alors pas les flaques d'eau, mais les mares, les marais, les lacs. Et et puis par l'urine des petits rongeurs, des rongeurs. Donc, il faut voir si l'animal est exposé. Il faut savoir que actuellement, en France, alors on n'a pas le chiffre exact, mais a priori, il y a un chien sur 20 000 qui l'attrape chaque année. Donc, un chien sur 20 000, ça fait à peu près 400 chiens par an qui sont atteints de cette maladie-là. Donc, c'est pas énorme. Oui, je suis. Mais faut voir le risque. Alors, c'est vrai qu'un chien qui sort en ville, qui reste pas de contact avec des petits rongeurs, qui va pas dans l'eau comme ça, on peut se poser la question si on le vaccine ou pas. Mais là, c'est peut-être que le vaccin n'est pas indispensable dans ce cas-là. Oui. Mais Sauf à Paris, à Paris, il y a une invasion de rats. oui. Donc c'est ça, faut prendre en considération. D'ailleurs, on parle de chez le chien, mais la leptospirose, l'homme l'attrape aussi. D'ailleurs, se contamine aussi. C'est une maladie qu'on retrouve chez les pêcheurs, donc ceux qui vont sur les lacs comme ça. On la retrouve chez les égoutiers aussi, qui sont particulièrement exposés. Il existe un vaccin d'ailleurs pour l'homme, hein. Donc on peut se faire ces gens-là qui se font vacciner pour éviter cette maladie. Et puis maintenant, on le voit aussi sur les triathlètes, puisqu'ils nagent aussi dans les eaux en fait, qui sont pas toujours très propres et qui peuvent être contaminés et donc dans les eaux stagnantes. Donc ce sont des gens qui présentent un risque d'attraper cette maladie-là aussi. Oui, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais sur les canettes justement de boissons, comme il y a des rats dans les entrepôts, etc., on dit aussi faut pas boire à la canette. Alors je sais pas si c'est Alors, vrai. alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cas non plus chez les humains. Chez les humains, je crois qu'on est à peu près à 600 cas par an, en fait. Donc c'est pas énorme, mais ça existe. Et comme c'est grave quand même, il faut pas. Oui, bien sûr. C'est une maladie comme qui attaque le foie, les reins, tout ça. Donc c'est comme c'est très grave. Donc il faut faire attention. Et alors les canettes, oui, c'est possible parce que il y a en plus, bon, faut savoir s'il y a des rongeurs, ils ont pu uriner sur les canettes, donc c'était bien de C'est ça. quand même avant et d'éviter de boire directement sur la canette. Ouais. Ouais. Et Carole nous demande, pourrez-vous redonner le nom des produits en commentaire? Peut-être Philippe, ça vous ennuierait en commentaire du replay, remettre les infos, Non. Ben, oui, les noms des produits, des différents produits. Non, non, ben, à ce moment-là, je vais pas des produits, mais en fait comment ça s'appelle, ça y est, des options qu'on peut prendre naturelles. Ça serait D'accord, peut-être. oui, c'est ça. Oui, je parlais des pipettes ou des hydrolages, tout ça. Oui, ben, je vais le mettre à ce moment-là. Oui, ok. Et Carlos nous dit qu'il lui aussi il a un chien nourri au cru, il a une vie de pacha, zéro problème de puce sceptique malgré nos promenades en forêt et dans les champs. Alors, les ondes ne risquent-elles pas d'impacter les flux énergétiques du chien? Ah oui, sur la médaille, là, la médaille Titli. Alors, je vois, oui, je sais pas trop comment ça fonctionne. A priori, il n'y a pas l'air d'avoir de perturbations sur les animaux qui ont ce genre qui est de médaille. Mais je vois, oui, c'est difficile parce que je pense que le fabricant ne dit pas trop en fait comment ça fonctionne. Alors c'est pas une pile, hein, ce sont pas. Après, je pense pas que ce soit des ondes électromagnétiques. Donc parce que les ondes électromagnétiques sont celles qui perturbent le plus. Donc je pense que c'est un autre type d'onde. Mais là, j'ai du mal à répondre précisément à la question. Là, je peux pas dire sûr. Ça n'a pas l'air de poser de problème, mais bon, être certain, je pourrais pas le dire.
Et puis, parce qu'il y a, en fait, a priori, beaucoup d'autres types d'ondes. Moi, à la clinique, enfin, on fait, ça s'appelle les ondes scalaires, comme ça. Alors, peut-être que c'est un système comme ça aussi. Et qui, là, est beaucoup moins perturbateur, ouais. Et là, on a un témoignage d'une chienne qui est décédée malgré le vaccin, justement, de cette maladie. Donc, comment on peut expliquer ça? De quelle maladie c'était? Les Leptospirose, pardon. Ouais, pyroplasmose. Oui, Oui, oui. Bah, le vaccin, il n'est pas efficace à 100%, déjà. C'est sûrement un des vaccins les moins efficaces. Donc, c'est pas une protection totale. Et puis, en principe, il faut commencer tôt. En fait, le vaccin, on dit qu'il faut le commencer vers l'âge de, alors pas très tôt, pas à 3 mois, comme ça, faut pas l'associer aux autres. D'ailleurs, comme il n'a pas une immunité, il donne pas une immunité très forte, il vaut mieux pas l'associer aux autres parce que l'immunité va plutôt être prise, en fait, utilisée pour les autres vaccinations que pour celle-là. Donc, on ne fait pas en même temps. Moi, je trouve que c'est vraiment pas conseillé de le faire en même temps que les autres vaccins, parce que si tous les vaccins ont été faits en même temps, il y a sûrement la pyroplasmose va pas être très efficace. Et puis, il faut le faire souvent, on dit à l'âge de 6 mois. Si la pyroplasmose, le vaccin a été commencé après l'âge de 1 an, a priori, il est pas très efficace non plus. Donc, il y a tout un tas de cas où le vaccin perd de son efficacité. Il faut l'utiliser dans des conditions vraiment très strictes. Et puis, et puis dans les régions où où il y a vraiment besoin. Mais c'est certain que c'est un des vaccins qui donne la moins bonne protection. Ouais. très bien. Pendant la préparation de l'interview, on a parlé des bienfaits de l'acupuncture sur la dysplasie de la hanche et les hernies discales. Oui. Donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Et est-ce que les chiens coopèrent à l'idée d'avoir des aiguilles, même si j'imagine que c'est pas douloureux si c'est comme pour les humains? Ouais. Alors, il y a des points quand même qui peuvent être sensibles, mais dans l'ensemble, moi, on fait à la clinique, on en fait assez souvent. Moi, je regardais, en général, c'est rare que j'en fasse moins de deux dans la journée, et ça peut monter jusqu'à le plus que j'ai fait en une journée, c'est 9. Donc c'est entre 2 et 9 chien ou chat d'ailleurs. Je fais aussi un petit peu sur les chevaux, j'ai fait de temps en temps sur les vaches, mais pas beaucoup. Les chiens supportent très bien. Les aiguilles, on est surpris, mais vraiment ça se passe vraiment bien. Même sur des points un peu sensibles, ça peut arriver qu'ils réagissent un peu, mais vraiment on a très peu de soucis. Les chats, ils sont un petit peu plus sensibles, ils acceptent quelquefois un peu moins, mais on y arrive aussi sur les chats. On peut faire l'acupuncture sur des chats qui se laissent pas trop manipuler. Bon, ça devient compliqué. À ce moment-là, il vaut mieux prendre une technique comme l'ostéopathie ou alors on peut faire ce qui s'appelle la digitopuncture, c'est-à-dire d'utiliser ses doigts pour masquer les points d'acupuncture au lieu de mettre des aiguilles. Ça, c'est une autre possibilité. Et puis, les chevaux, ça se passe plutôt bien aussi. Et puis, les vaches, j'en ai pas fait beaucoup, les vaches, mais c'est plutôt bien aussi, sur les vaches. Et et donc, en consultation, ouais, vraiment, on a très peu de soucis. Et pour l'efficacité, alors, sur la dysplasie, donc, c'est des problèmes, souvent, on a les dysplasies des hanches ou des coudes. La dysplasie, ça veut dire que la croissance, il y a eu un problème à la croissance et l'articulation ne s'est pas formée comme elle devrait. Il y a un peu une malformation de l'articulation. Et alors, sur la dysplasie des hanches, l'acupuncture vraiment est, je trouve, mais vraiment très, très efficace, quoi. C'est on a les résultats, c'est des résultats à plus de 90% de réussite. Hein. Et il y a une technique, parce que quelquefois, il faut répéter les séances. Et il y a une technique où on met des petits implants en or sur les points d'acupuncture. Alors ça se met, moi j'ai mis plutôt sous sédation. En fait, les animaux sont un peu anesthésiés pour qu'on puisse mettre ces implants-là. Et c'est en fait ces petits implants sont des petits implants qui font 2 mm de long et puis moi ils font 0,7 mm de diamètre. Et quand on le met sur les points d'acupuncture, c'est comme si on laissait les aiguilles toute la vie de l'animal sur lui. Et donc, ça agit pendant tout le temps. En plus, l'or a des fonctions contre la douleur et contre l'inflammation, antalgique et anti-inflammatoire. Donc, ça cet effet-là. Et en plus, le fait de stimuler les points d'acupuncture, ça a vraiment énormément d'effets. Et je vous dis, le taux de réussite est vraiment très, très important. Je dirais que c'est au moins aussi efficace que la chirurgie, voire même peut-être plus que la chirurgie. Donc, moi, la chirurgie des hanches, en fait, c'est pratiquement jamais. En plus, si jamais les implants, ça n'a pas fonctionné, enfin, l'acupuncture ne fonctionne pas, on peut toujours faire opérer son animal. L'inverse, c'est un peu moins vrai. C'est-à-dire que si l'animal a été opéré, donc il y a eu tout un tas il y a des cicatrisations qui sont faites, il y a tout un tas de phénomènes qui sont produits,
qui font que l'acupuncture sera sûrement moins efficace après. Donc, il vaut mieux commencer par l'acupuncture et si vraiment on a un problème, on peut toujours le faire opérer pour les hanches. Et puis sinon, les coudes, on a d'assez bons résultats, peut-être un petit peu moins bons que les hanches, mais c'est le cas aussi de la chirurgie. La chirurgie des coudes est beaucoup plus complexe. Donc, de ce point de vue-là, donc il n'y a pas de plus de risque. Enfin, choisir entre l'acupuncture et la chirurgie, je crois que vaut vraiment mieux choisir l'acupuncture en première intention. Et puis on parlait aussi de la hernie discale. L'hernie discale. Alors ça, moi je trouve que ça agit aussi très très bien. Là, les résultats sont très bons. Je me rappelle, j'étais allé à un congrès sur le traitement de la hernie discale par acupuncture justement, et il y avait un vétérinaire qui est toujours chirurgien, et lui qui fait pas l'acupuncture mais qui opère, et il nous avait fait une conférence. Et pour lui, si l'animal continue à marcher, si c'est juste douloureux, si c'est juste une gêne, il nous a dit, je pense qu'il vaut mieux l'acupuncture que les chirurgies. Donc, il prenait que pour les cas de pratiquement de paralysie, d'animaux paralysés, et pour la chirurgie. Et nous avait donné une étude sur des animaux paralysés depuis plus de 48 heures, parce que la chirurgie perd très vite de son efficacité. Au-delà de 48 heures, vraiment, la chirurgie est beaucoup moins efficace pour avoir une récupération. Et donc, j'avais essayé la chirurgie seule, l'acupuncture seule et la chirurgie plus acupuncture sur ces chiens. Et c'était l'acupuncture seule qui avait donné les meilleurs résultats. Donc, l'acupuncture agit. Moi, on fait l'acupuncture sur des chiens. Moi, ça m'est arrivé sur des chiens paralysés depuis plusieurs semaines, depuis un mois, 2 mois, et qui arrivent à récupérer par l'acupuncture. Alors que là, la chirurgie, il y a peu de chances de réussir. Donc, et puis quand ça vient d'arriver, dans ce cas-là, je fais souvent 3-4 séances en 2 jours d'acupuncture. Et il y a beaucoup d'animaux, au bout de 2 jours, ils remarchent, quoi. Et c'est reparti. Et même si c'est un petit peu plus long, la plupart du temps, ils récupèrent, quoi. C'est vraiment les cas où il y a la récupération est plus difficile, c'est si vraiment la paralysie est très forte et qu'il n'y a plus du tout de sensibilité, ou alors que ça fait un peu longtemps et qu'il n'y a plus du tout de muscles, en fait. On voit que le chien, ou le chat aussi d'ailleurs, a perdu tous ses muscles. Là, les chances de réussite sont beaucoup plus faibles, mais c'est pareil pour la chirurgie. Dans ces 2 cas-là, la chirurgie est beaucoup moins efficace. D'accord, c'est passionnant. Alors, étant la gardienne du temps, je sais plus du tout à quelle heure on a commencé avec le début. Est-ce qu'on a eu d'idées? Parce que pour Insta, c'est bien de pas dépasser 1 heure pour avoir le replay dans son entier, etc. Est-ce que c'était 16h15 par exemple? Oui, il me semble que c'était par là, ouais, quand j'ai regardé là, ouais, Non, c'est- Parce que du coup, je garde le temps en même temps et on nous demande si c'est efficace l'acupuncture sur les becs de perroquet. Peut-être vous pouvez repréciser ce que c'est les becs de ouais. perroquet. Ben, le bec de perroquet, en fait, c'est ce qu'on voit à la radio, c'est de l'arthrose, en fait, sur les vertèbres. C'est-à-dire qu'entre 2 vertèbres, quand il y a de l'arthrose qui se met, il y a de l'os, en fait, qui pousse, en fait, un petit peu, de l'os de l'ossification qui vient se mettre. Et ça, à la radio, ça donne un aspect de bec de perroquet, en fait. Entre deux vertèbres, on a l'impression qu'il y a un bec qui se forme. Donc, ça, c'est de l'arthrose, l'arthrose de la colonne vertébrale. Et oui, l'acupuncture est efficace. Moi, le cas peut-être un des plus graves que j'avais eu, c'était un chien et c'était plus que les becs de perroquet parce que quand les becs de perroquet deviennent plus importants, on a l'impression que ça vient de se souder, les 2 vertèbres viennent se souder l'une à l'autre. Les 2 becs de perroquet se touchent. Et moi, j'avais eu un vieux chien qui venait de la SPA et quand on avait fait la radio, en fait, il pouvait plus se baisser pour manger dans sa gamelle. Il pouvait plus baisser la tête. Donc, on avait fait la radio et là, on voyait même plus l'espace entre les vertèbres. C'était complètement blanc. En fait, on avait l'impression que toutes les vertèbres étaient soudées entre elles. Donc, on avait fait l'acupuncture et visiblement, il avait l'air d'être mieux avec l'acupuncture. Et sur ce chien-là, on a mis justement des implants en or sur le cou et puis à différents points, en fait, sur le corps. Et en fait, il a pu remanger dans sa gamelle. Donc, il a récupéré, presque pas, peut-être pas complètement, mais une bonne partie de la souplesse de son cou, alors qu'il était complètement bloqué. Donc, Alors, on a une question de Caroline. Que pensez-vous de la zoopharmacognosie? On va le rappeler rapidement. C'est redonner l'autonomie au choix du chien de choisir à la fois des huiles essentielles, à la fois des hydrolats, à la fois des herbes, à la fois, voilà. En gros, si vous êtes d'accord avec la définition, qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Ben oui, c'est en fait laisser l'animal choisir son traitement, enfin ce qui lui convient. Alors oui, je pense que c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Moi j'ai moins constaté sur les chiens parce que je ne l'utilise pas tellement, mais j'ai vu sur des chevaux.
Et c'est assez étonnant. Ouais. Moi, ça m'est arrivé, j'avais dans les mains un carton avec plein de plantes, et on voyait des chevaux qui choisissaient leurs plantes. Et quand on voyait après quel était leur problème, on avait un peu la surprise de se rendre compte que les plantes, oui, pouvaient correspondre à ce qui pouvait les améliorer. Et alors la seule chose, c'est que je pense, enfin, faut faire un peu des deux. Faut raisonner et en même temps regarder ce que demande l'animal, parce que comme nous, quand même, il peut y avoir des fois où leur intuition est un peu perturbée. Et parce que déjà, ils ne sont plus à l'état complètement sauvage. Donc, je pense qu'ils ont peut-être perdu un petit peu le contact avec la nature quelquefois. Donc, c'est pas absolu. Mais l'alliance, enfin, d'associer les deux, zoopharmacognosie et puis la phytothérapie que l'on utilise, ça peut être vraiment très intéressant d'associer les deux techniques pour essayer de trouver ce qui convient le mieux à l'animal. Et d'ailleurs, moi, j'ai souvenir, c'était un chat, et ce chat, il avait une particularité, c'est qu'il mangeait du papier, ce qui n'est pas normal pour un chat. Et je me suis dit, s'il mange du papier, c'est qu'il doit avoir mal au ventre, simplement. Doit avoir l'estomac enflammé, que ça ne doit pas aller. Donc, j'ai fait une préparation avec des plantes. Alors, j'ai pas fait la zoopharmacognosie, là, j'ai fait ma préparation. Donc, je veux dire, c'était du curcuma, de la réglisse, de la mélisse et de la reine des prés. Voilà. Et j'ai revu les gens après, et puis j'ai demandé aux gens, est-ce qu'il a pris son traitement? Parce que les chats n'aiment pas toujours prendre les traitements à base de plantes. Et les gens m'ont dit, ah oui, sans problème. Il l'a pris, mais alors, on l'a mis sa nourriture, il mangeait ça sans problème pendant 2 semaines. Et après, il n'en a plus voulu du tout. Et j'ai dit, mais il mange encore du papier? Ils ont dit, bah non. J'ai dit. Donc, en fait, le chat a pris le médicament le temps que ça soigne, et une fois qu'il n'en a plus besoin, il n'en a plus voulu. Donc, ouais, ça, c'est surprenant. Quand on a des cas comme ça, ouais, ça nous fait réfléchir et nous dire que bah, peut-être il y a un autre moyen, quelquefois, d'établir les traitements que simplement le raisonnement et l'intellect, en fait, qu'il faut peut-être quelquefois laisser parler un petit peu l'intuition et le ressenti. Absolument, et laisser nos chiens, à partir du moment où c'est pas dangereux, ne pas toujours être dans le contrôle de lui enlever ce qu'il a dans la gueule dès qu'il est chiot. Ça va être très important parce qu'effectivement, on peut l'inhiber et ensuite, comme vous dites, son instinct va être un peu mis de côté. Florence nous précise que son chien, je sais pas si c'est Inky ou Poupette, mange de la bruyère en ce moment pendant les balades. Oui. Donc, la bruyère, je sais pas si ça dit Oui, quelque chose. alors, bah, une des principales propriétés de la bruyère, ce sont les problèmes urinaires. Donc, il y a peut-être un petit peu d'inflammation sur la vessie. Quelquefois, il n'y a pas beaucoup de symptômes. Ça arrive, moi, alors, plus sur des chats, d'avoir, par exemple, ils ont juste presque entre les cuisses, enfin sur le ventre, il y a un point en fait où on voit ils se lèchent, il n'y a plus de poils, juste un point très précis. Et ça, en acupuncture, c'est le point alarme de la vessie. Et on se rend compte que quand ils font ça, si on donne un traitement pour les problèmes urinaires, souvent les chats s'arrêtent. Donc, c'est peut-être qu'il ressent un petit problème urinaire. C'est possible, sans qu'il y ait de symptômes particuliers, mais que ça gêne un petit peu. Alors, il peut y avoir d'autres choses aussi, mais c'est vrai que c'est la principale indication de cette plante-là. Et puis surtout, en plus, ces problèmes urinaires, s'ils ne sont pas très sérieux, ils passent presque inaperçus. Et alors, une petite question sur les changements de couleur de peau, pelage. Moi, j'ai observé ça chez ma chienne. Après des mues, sa peau du ventre change de couleur. Alors, à quel moment ça doit nous alerter? Est-ce que c'est tout de suite, il faut c'est veto? Est-ce que c'est normal que la peau des chiens change? Oui, il peut y avoir. Bah, la plupart du temps, comme ça change, enfin, les causes, il peut y avoir différentes causes. Moi, c'est surtout s'il y a eu, si c'est rouge, enfin, s'il y a de l'inflammation, et puis qu'après ça noircit comme ça, là, oui, là, il y a un problème. Par contre, si c'est juste la pigmentation et que la peau est tout à fait normale, il n'y a pas grand-chose à avoir. Surtout par contre, si le poil tombe et ne repousse pas, là, faut quand même voir ce qui se passe. Par contre, c'est pas toujours facile d'agir parce ça fait partie des grands, on appelle ça les alopécies X. Oui, X, ça veut dire qu'on ne sait pas grand-chose sur ces problèmes-là. Donc, ça veut dire que le poil tombe, ne repousse pas, la peau, on a la perte de vitalité de la peau. Mais c'est quelquefois assez difficile de faire quelque chose. Mais la plupart du temps, quand c'est un changement simplement de pigmentation, il peut y avoir des facteurs génétiques qui jouent, il peut y avoir et non, non, moi ça m'inquiète pas du tout le fait que la couleur de la peau change. Ouais, c'est pas un D'accord. problème. D'accord. Alors, pour terminer, côté alimentation, il faudrait que je vous réinvite pour faire un live Mhm. complet parce que évidemment, il y a tellement de choses à dire. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais
on voit parfois sur les réseaux de la nourriture végane pour les chiens, voire avec des insectes. Donc, Ouais. si on peut juste aborder cette question en sachant que évidemment c'est l'objet de plus de temps que ça, mais Le, bah, oui, alors pour l'alimentation végane, moi je suis pas trop pour, parce que pour moi le chien c'est un carnivore. Donc d'ailleurs dans la nature, on disait tous les canidés sont des carnivores et le chien en fait partie. Donc c'est vraiment même si on nous dit que c'est un omnivore, mais non, le gros de ton alimentation c'est la viande. Et pour moi on peut pas interchanger les protéines, par exemple les protéines, dire les protéines, on va lui donner beaucoup de légumineuses parce qu'il y a beaucoup de protéines, ça va compenser la viande. C'est pas la même chose. En fait, faut pas raisonner en protéines, faut raisonner en structure de l'aliment. Et la structure n'est pas du tout la même, donc ça va pas être utilisé de la même façon pour l'animal. Donc moi je trouve que c'est important de respecter la nature de l'animal et donc c'est un carnivore, donc il faut le nourrir comme un carnivore. En plus, les légumineuses, il y a un problème sur les légumineuses, c'est qu'elles contiennent des substances, on s'appelle antinutritionnelles. C'est-à-dire, ce sont des substances qui vont empêcher certaines enzymes d'agir, les enzymes digestives, et qui vont limiter l'utilisation, enfin, la digestion de certaines protéines. Et actuellement, on a ce problème avec les aliments sans céréales, qui pourraient provoquer, on dit, des problèmes cardiaques. Et c'est pas le problème peut-être des sans céréales, mais au contraire, toutes les céréales ont été remplacées par des légumineuses. Donc c'est pour ça je suis pas pour c'est pas oui, moi je suis pour respecter vraiment la nature de l'animal. Le chien c'est un carnivore, donc il faut lui donner de la viande. Enfin, d'ailleurs moi je suis végétarien. Pardon. Et quand avec notre chien, quand j'ai commencé à dire moi je voulais le nourrir en fait avec ma femme sans avec de la viande, des légumes comme ça. Et ma femme avait dit on va pas chez le boucher pour nous, on va quand même pas y aller pour le chien. Et puis en fait, le temps elle le fait. Et parce que pour moi, le chien doit manger de la viande. Et puis après, on a parlé des insectes. Alors sinon, j'ai dit ça pour le chien, mais c'est encore plus vrai pour le chat, qui est un carnivore strict. Le chat, il faut vraiment lui donner une alimentation carnée. En fait. Et en ce qui concerne les insectes, alors les insectes font partie du régime alimentaire du chien ou du chat. Ils en mangent un petit peu, mais seulement un petit peu. Et donc, en donner beaucoup, je suis pas persuadé que ce soit une bonne chose. En plus, chez l'homme, on commence à se rendre compte que c'est très allergisant, donc avec des réactions allergiques vraiment très violentes quelquefois. Donc j'ai peur que ça en produise ce genre de choses chez le chien si on en utilise trop, parce qu'actuellement on nous dit que ce sont des produits hypoallergéniques parce que ce sont des protéines qui sont peu utilisées. Mais j'ai peur qu'un jour on ait un peu le retour de bâton. Et puis en plus, c'est pas forcément beaucoup plus écologique d'utiliser les insectes, parce que quand on voit comment c'est produit, ce sont des grands hangars, donc il faut chauffer, donc ça demande pas mal d'énergie. Et puis les insectes sont dans des grands tiroirs, en fait, ils sont élevés dans les grands tiroirs. Donc même si ce ne sont que des insectes, je trouve que du point de vue du bien-être animal, c'est pas non plus l'idéal. Donc je vois pas trop l'intérêt des aliments à base d'insectes. Et puis j'ai peur qu'un jour on ait des problèmes à cause de ce type d'aliments. d'accord. Ok, alors on a une question sur la possibilité d'avoir la référence de l'étude acupuncture versus chirurgie. Ah oui, Au niveau de oui. Alors l'efficacité. faut que je retrouve. Je vais retrouver dans le congrès et à la limite je pourrais contacter peut-être un vétérinaire qui a ça. Oui, c'est un congrès que je pense que je vais pouvoir retrouver ça. Je vais faire Bon, ça. on verra. Et Je vais d'ailleurs, mettre en lien à ce moment-là. et si vous avez des questions, vous pourrez les mettre après en commentaire. On essaiera d'y répondre. On vous demande si vous faites des consultations à distance concernant l'alimentation. Oui. Alors ça, oui, ça m'a déjà été demandé sur le compte Instagram d'ailleurs. Et en fait, non, je fais que si j'ai vu une fois l'animal avant, parce que pour moi c'est important que je puisse palper, que je puisse me rendre compte. Et puis en plus, c'est interdit de le faire sans avoir vu l'animal avant, parce que c'est une règle qu'a fixée l'ordre des vétérinaires et je trouve que je suis pas toujours d'accord avec l'ordre, mais là c'est une bonne règle. Et parce que c'est important d'avoir contact avec l'animal. Il y a pas simplement le voir à travers un écran. Il y a plus de choses qui se passent en fait quand on est en contact avec l'animal, qu'on peut le palper, ressentir. Moi, j'utilise beaucoup avec l'acupuncture tous les points du dos, parce qu'à chaque point du dos correspond à un organe. Donc, on peut avoir des problèmes
Enfin, on peut avoir des choses, oui, même d'alimentation comme ça. Et puis, c'est plutôt, on a plutôt le pancréas, plutôt le foie, ou c'est plutôt l'intestin, l'estomac. Et quelquefois, ça se ressemble beaucoup. On peut pas faire la différence juste sur les symptômes. Donc, ouais, moi, j'aime bien, enfin, il faut absolument avoir vu au moins une fois. Alors, c'est vrai que ça oblige à faire un trajet. Enfin, je suis conscient hein, que c'est pas toujours possible. Mais je pense qu'il faut absolument que l'animal soit vu au moins une fois pour essayer d'établir son régime. Ouais. Très bien. Alors, avant de conclure et de vous poser les petites questions rituelles dont j'ai l'habitude, est-ce que vous avez un dernier message, quelque chose de brûlant à nous partager qui vous vous êtes dit, ça je l'ai pas dit ou pas? Non, non, bah, j'ai pas tout dit, mais c'est vrai il y a plein de choses actuellement. Moi, là, en ce moment, je suis en train de beaucoup lire comme ça aussi sur l'homéopathie, sur les phénomènes d'ondes. Et je pense que la médecine en fait, va certainement très évoluer dans l'avenir. En fait, je ne sais pas exactement quand, mais elle ressemblera plus beaucoup à la médecine qu'on a actuellement, qui est basée beaucoup sur la chimie. Alors, la seule chose, c'est que le monde médical freine un peu des quatre freins, je dirais, même pour aller vers ce changement. Mais à mon avis, on va avoir de très très grosses évolutions dans les années à venir. Et en particulier, par exemple, l'homéopathie qui est très décriée. Je pense que c'est vraiment une médecine d'avenir. En fait, c'est enfin une technique d'avenir. Tout ce qui est traitement à base d'ondes, je vais parler des ondes scalaires, mais je pense qu'il y aura d'autres ondes qui seront découvertes et on traitera complètement différemment dans l'avenir. On voit ça quelquefois dans les films de science-fiction, d'ailleurs, des traitements avec des scanners et puis des ondes qui soignent. Ça paraît complètement, enfin, un peu illusoire comme ça, mais je me demande si ça n'arrivera pas un jour et peut-être plus vite qu'on le pense. Donc on garde l'esprit ouvert, Mm. on se forme en continu. Donc mes petites questions rituelles, si vous étiez à ma place, qui aimeriez-vous interviewer? Ouais. Oui, j'avais regardé les questions et puis je me suis dit, parce qu'il y a plein de gens que j'aimerais bien interviewer. Euh, oui, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de livres sur la vision des physiciens, la vision de la médecine par les physiciens. Et je trouve que c'est extraordinaire tout ce qu'ils sont en train de trouver. Alors, il y a une personne qui a écrit pas mal de livres, hein, c'est un physicien qui s'appelle Marc Henry et il a fait un livre qui s'appelle, je suis en train de lire là, c'est l'eau et la physique quantique vers une révolution de la médecine. Et c'est vrai qu'il a tellement de choses à dire, c'est tellement intéressant que oui, moi j'aimerais bien pouvoir l'interviewer. Ok. Ben, merci de la suggestion. Merci pour tout. On est arrivé à ce live. C'était vraiment passionnant. Alors, comme d'habitude, c'est juste un vernis. On peut pas creuser tous les thèmes, mais ça permet déjà d'ouvrir un peu les consciences, de se poser des questions et d'aller se renseigner. On m'a demandé votre adresse. Donc, de toute façon, les replays seront sur les deux comptes. Donc, vous allez retrouver le docteur, c'est Véto-Tantique, Arnage Sarthe, 72. Puis à la limite, vous faites le stage Mon chien, nos émotions et moi, et vous passez voir le vétérinaire après dans la Sarthe. Et puis, merci beaucoup. Merci d'avoir été là en direct pour les personnes qui nous ont rejoints. Je m'occupe de partager le replay. Encore merci. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci aussi à vous, hein, merci d'avoir donné la parole, et puis je vous remercie, puis à bientôt. Merci. Bonne journée à tout le monde. Salut.